J'adore l'histoire dans les contes des Soleils Noirs, c'est important pour moi, les habits neufs de l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur il est à poil parce qu'il y a un arnaqueur qui est un couturier qui lui a dit je vais vous tisser un vêtement du plus beau fil, du plus rare fil qu'il existe. Et donc il n'y a pas de fil, en fait il ment, il n'y a rien du tout. Et donc il lui donne un vêtement invisible. Et l'empereur défile dans les rues tout fier de son magnifique costume invisible. Et tout le monde est là, waouh, que c'est beau le costume de l'empereur, les habits neufs de l'empereur. Et jusqu'à un moment où il y a un enfant qui arrive et qui dit mais l'empereur est nu en fait. Et là, il y a un grand silence parce qu'on ne va pas non plus mettre l'enfant en prison tout de suite et tout. Il y a un questionnement qui se met à tourner. Et c'était un peu ça qui me poussait aussi dans Tourville, qui était de dire que on était à une période de la culture où les choses deviennent assez compliquées si on veut se fier à quelque chose. Enfin, c'est cette perte de prix sur. Dans les contes du Soleil Noir, il y a ça, la perte de prix sur admettre qu'on est dans une époque où ça en est fini de la vérité, ou de la possibilité de la vérité. On est rentré dans le postmodernisme, je crois que c'est ça, c'est l'idée de la subjectivité et du relativisme qui dépasse tout l'ensemble du corpus de ce qui est accessible et qui fait que tout est relatif et que Donald Trump peut devenir président des États-Unis en disant l'inverse de ce qu'il disait avant, il n'y a pas de réchauffement climatique, de toute façon les médias mentent, etc. Et au bout d'un moment, à quoi s'accrocher? Et on se retrouve même avec la moitié de la population qui est prête à suivre ça, en fait. Alors, je trouve effectivement que par rapport à ce bouillonnement qu'on sent et qui est un peu tous azimuts en fait dans Tourville, je trouve qu'il y a une espèce de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois pour l'instant les 4 premiers épisodes. Il y a une espèce de discipline et de focalisation dans les contes du Soleil Noir qui font que chacun a sa tonalité quand même propre. Alors, en même temps, et c'est ce qui fait pour l'instant, en tout cas pour moi, l'un des gros charmes de la série, c'est que ça fonctionne, je trouve, comme une série de qualité, une série télévisée, c'est-à-dire qu'il y a un épisode avec sa propre résolution, mais il y a aussi on sent peu à peu croître un méta-scénario en fait, et un arc narratif en fait qui s'étoffe peu à peu. Et alors qui passe notamment par ce narrateur, donc tu peux peut-être nous dire quelques mots. Monsieur Geek. Voilà, donc il y a ce narrateur qui se terre, alors qui en dit très peu sur lui dans Crash, qui en dit un petit peu plus dans Art, encore un petit peu plus dans Invisible, puis dans Audit finit par parler un peu plus. Mais c'est quand même quelqu'un, alors ça correspond à toutes ces icônes qui sont plus d'ailleurs télévisuelles ou cinématographiques que littéraires. Alors après, on peut le mentionner au passage, on y reviendra sûrement tout à l'heure, enfin toi tu baignes plus au quotidien dans l'image et que dans l'écrit. Je passe ma vie devant des écrans, professionnellement parlant. Et il y a vraiment alors, il y a plein d'icônes de geeks qui existent, mais il y en a deux notamment qui ont un certain succès, ne serait-ce que par leurs audiences, qui sont l'un, donc un personnage de Die Hard, en fait, qui est... Oui, effectivement. J'ai vérifié après, tu as raison, mais ça m'avait pas traversé l'esprit. Voilà, ce personnage qui vit vraiment dans la cave de sa maman, mais qui a l'attirail classique du geek qui surveille, effectivement, qui a accès à une masse d'informations du moment que c'est passé sur les réseaux, parce qu'il a effectivement accès à du hacking de caméras de vidéosurveillance où on veut, à des bandes qui ont été retirées des disques mais qui ont été stockées sur un serveur quelque part, à des archives télévisuelles monumentales, et puis à tout ce que le web à un moment produit et qui peut être stocké quelque part. Et qu'à partir de ça, alors c'est flagrant dans Crash, puisque Crash, c'est vraiment une enquête, une double enquête cathodique. Enfin, c'est vraiment ce qui se niche en fait dans les recoins qu'on voit mal des images. C'est assez effrayant. De toute façon, ils sont tous effrayants, ces contes. Il faut être honnête. Mais donc moi, ce personnage, voilà, comment il est né Alors, pour les références dont tu parles, je suis d'accord. Je pensais pardon l'autre à celui de Millennium. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je vais un peu désamorcer tout ça en disant que Monsieur Geek m'est surtout inspiré par quelqu'un que je connais personnellement et qui est mon plus vieil ami, que je connais depuis la maternelle, et qui aujourd'hui est à Avignon dans son appartement, devant son écran. Il n'est peut-être pas sorti de chez lui depuis un mois. Il mange je sais pas trop quoi, des pizzas sans doute. Et c'est lui qui pilote la caméra de surveillance. Peut-être. En tout cas, à chaque fois que je vais le voir, après, on a une relation un peu conflictuelle, lui et moi, parce qu'il y a des fois où il est vraiment pénible. C'est-à-dire qu'on peut parler de rien d'autre que de X théorie du complot, ou ceci ou cela, etc. Et il y a des fois où je lui dis tu me fatigues et ça l'énerve parce qu'il faudrait que j'écoute tout. Et voilà. Après, moi, je suis assez sensible à tous ces questionnements, théorie du complot, etc. Mais j'ai pas envie non plus de tomber dans la... Il m'a dit à un moment, rentrer dans la théorie du complot, c'est comme une extase mystique. On a l'impression de passer un mur et de rentrer dans quelque chose qui peut donner
comme avoir pris une drogue puissante ou quelque chose comme ça, une espèce d'exaltation qui peut se créer, l'impression d'avoir compris des liens, des choses, etc. Il est déjà mentionné, c'est Seb Goupil dans Tourville. C'est le même copain qui m'a inspiré Seb Goupil dans Tourville. Donc voilà, mon vieux pote, je vais pas dire son nom, voilà, mais, parce qu'il passe sur Facebook de temps en temps, donc je ne vais pas le griller non plus. Voilà, Seb Goupil, mon vieux pote, une source intarissable pour moi d'inspiration, parce qu'il est fou, et moi j'ai fait le choix de ne pas sombrer totalement dans la folie, encore. Et donc du coup, je suis plutôt celui qui observe. Alors bon, moi ça fait 20 ans ou 30 ans que je lui dis, mais avec tout ce que tu as dans la tête, écris-le. Et par exemple, les Contes du Soleil Noir, lorsque j'ai développé le projet dans ma tête, je l'ai contacté, et je lui ai dit... ben voilà, j'ai une idée d'un projet, si on le faisait ensemble. Alors il dit, comme d'hab, comment, je regarderai, puis je te dirai. Donc j'ai commencé à poser des bases, des idées, etc. Et je lui ai montré, et il m'a répondu, ah mais non, ça va pas, c'est pas comme ça, et tout, ça tient pas debout, ceci, cela. Je dis, ok, qu'est-ce que tu proposes? Mais non, mais ça tient pas debout. Mais qu'est-ce que tu proposes? Il a rien proposé du tout. Donc au final, j'ai fait les Contes du Soleil Noir tout seul. Mais alors après, faut être franc, hein, la première illustration, quand je lui ai montré la première illustration qu'a fait Pablo de Monsieur Geek, il a fait, c'est incroyable, il s'est basé sur une photo de moi. Et je lui ai dit, non, il a juste imaginé Monsieur Geek comme ça. Et il a fait, mais merde, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était ça. Il y a un autre personnage, dans un autre milieu, mais qui est une icône du jeu de rôle, des débuts du jeu de rôle en France, qui s'appelle Gros Bill, qui était un personnage réel et qui est devenu un mythe à part entière, puisque le Gros Bill a vraiment existé. C'était un joueur de Normal Sup, de la bande de joueurs qui ont créé Casus Belli initialement. D'accord, Et il a un vrai nom qu'on ne dira pas parce que c'est bien connu qu'il ne faut pas invoquer le Gros Bill. Non, c'est pas un de ceux-là, c'est un autre. Mais il existe vraiment. Parce que c'est devenu un mot courant, on ne pouvait pas faire une partie jeu de rôle sans dire « ah, fais pas ton Gros Bill » ou ceci, cela. C'est vraiment passé dans le langage courant alors que c'est une vraie personne au départ. Mais il y a des fois en littérature, ça arrive que ce soit des vrais gens ou des vraies situations. Et le dessin qui en était fait effectivement dans Casus Belli était assez, paraît-il, ressemblant au personnage. Voilà. Donc ces personnages prennent parfois une stature, effectivement. Peut-être qu'un jour, Sébastien sera dans le langage courant. Cette goupille, je pense pas. Mais, enfin, voilà, je pense que Geek a du potentiel. Dans l'idée, c'était, j'aime la 4e dimension, j'aime un peu moins les Contes de la Crypte, mais j'aime bien quand même. J'avais pas vu Black Mirror quand j'ai conçu le projet. Après, tout le monde m'a dit, ah mais t'as vu Black Mirror? Enfin, voilà, il y a un pote sur deux qui, quand il est en contact avec les Contes du Soleil Noir, m'a dit, ah Black Mirror. Et à chaque fois, non, je connaissais pas Black Mirror. Mais cette idée d'anthologie, et puis ce qui fait la particularité de la 4e dimension, des Contes de la Crypte, c'est l'hôte, la personne qui reçoit. Et le fait que ce soit un geek, que ce soit le geek, me semblait très pertinent pour l'époque, surtout par rapport au sujet qu'il crée. Donc pour moi, il y avait du potentiel. Je trouve d'ailleurs que c'est une des choses qui donne une tonalité qui est assez peu fréquente au Conte du Soleil Noir, c'est que probablement parce que l'ancrage effectivement est fourni par l'hôte de l'émission, donc qui est le geek, on baigne quand même dans un univers technologique, technologique et communicationnel, donc avec ce que je disais tout à l'heure, l'accès vraiment à la donnée, qu'elle soit numérisée ou encore analogique, mais ayant été mise en réseau. Mais du coup, quand les éléments fantastiques, parce qu'il y a des éléments fantastiques, des éléments irrationnels, disons, est-ce que c'est surnaturel? C'est dur à qualifier, mais en tout cas des choses qui ne sont pas explicables. Voilà. On va retrouver effectivement cette ambiance 4e dimension, plus d'ailleurs je pense que Conte de la Crypte, même si certains... tu avais fait une allusion à Buffy, j'ai pas pensé à cet épisode que j'ai vu, je me suis bouffé tout Buffy naturellement, j'étais grand fan, mais je l'ai pas repensé en écrivant Invisible parce que bon, c'était plutôt sujet social qui me tirait d'abord. Mais ça m'était vu parce qu'effectivement c'est un épisode de Buffy parmi d'autres, mais je trouvais qu'il était flagrant parce que moi c'était la première fois que j'avais vu la disparition physique de quelqu'un par en fait manque d'empathie extérieure. Et que même si c'est évidemment, et là on va pas en dire plus, mais si dans Invisible, les causes de ce processus d'invisibilisation de certaines personnes sont plus complexes que ça, c'est pas juste parce que les gens les ignorent, même si ça participe, mais il y a vraiment quelque chose de très pervers, de très noir dedans. Alors que moi j'ai moins trouvé j'ai trouvé qu'Arbre était moins noir, curieusement. Parce que c'est l'épisode où il y a 2 épisodes, dans les 4 qui sont sortis, on va dire qu'il y a 2 épisodes conspi et 2 épisodes stand-alone, comme ils disent. Crash se tient tout seul, Invisible se tient tout seul, alors que Arbre est plus connecté au méta, comme tu disais, et Audit est à fond dans le méta en fait. Et donc Arbre, pour l'apprécier, on va dire qu'il va avoir besoin sans doute de l'éclairage d'autres épisodes prévus, s'ils existent un jour, on verra.
Et c'est celui dans lequel je voulais mettre, à un niveau personnel, intime, la touche d'espoir. C'est-à-dire que Crash dit simplement c'est fini, c'est l'horloge de l'apocalypse des Watchmen, ça y est, elle est lancée, pouf, la date est marquée, ça va péter. Et dans Arbre, il y a 8 mai. Et 8 mai, il se passe quelque chose, mais ça se passe ailleurs. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas explicable, mais voilà, le fait d'ailleurs, c'est le seul des 4, pour l'instant en tout cas, où tu le transposes dans une géographie complètement différente, qui n'est pas du tout une géographie de grande ville occidentale, qui croule sous son propre poids, justement, sous son effondrement culturel, sous le nivellement généralisé de tout, quoi. Enfin, voilà, l'information indexable. Et là, ce passage par l'Inde notamment, et puis l'irrigation aussi par un aspect africain qu'il y a à cause de l'arbre en lui-même, même si c'est un concept indien, où on retrouve aussi des formes de sagesse différentes. Il y a un épisode africain qui répond à Arbre, qui est censé clore le premier cycle, c'est-à-dire l'épisode 15, si un jour j'arrive à le faire, mais avec un arbre qui se trouve au centre et qui sera en Afrique. Donc qui a bien cerné le truc. L'Inde, l'Afrique sont les alternatives, simplement parce que face à l'écroulement de, on va dire, pour utiliser un grand mot, spirituel de l'Occident, Laurent Courreau est à fond là-dedans, il n'arrête pas de dire, la culture africaine, etc. Il y a des portes qui sont ouvertes dans ces mondes-là, qu'on ne suspecte pas. Et donc, je veux dire, on arrive au bout, je veux dire, ça fait un petit bout de temps que Schopenhauer, Nietzsche, etc., ils ont fait le bilan et on n'a pas vraiment arrangé les choses depuis. Et moi, c'est tout bête, pendant presque 10 ans, j'ai vécu à Paris, donc, j'habitais en 18e, et j'ai découvert le temple de Ganesh à l'occasion d'une de leurs processions. Puis je me suis rendu au temple, j'ai participé à une puja, enfin j'ai assisté à une puja, et j'ai adoré ça. Je sais pas, enfin c'est émotionnel, c'est pas explicable, c'est de l'ordre du ressenti émotionnel. J'étais en contact avec quelque chose où la grille de lecture du monde était autre. Et donc j'y suis retourné régulièrement, à raison d'une fois par mois, etc. Et puis je suis devenu à ma manière un peu hindouiste, à faire mes offrandes, à ramener les trucs chez moi, etc. Ce qui était complètement absurde, parce que je suis pas vraiment hindouiste et j'y comprends. Voilà, je comprends qu'une petite partie de ce que ça signifie, mais en tout cas, ça me semblait être une alternative par rapport à des horizons de boucher qui sont ceux de notre culture occidentale. Là, je voyais des horizons ouverts. Et c'est un peu cette piste-là que je lance avec Arbre.